Serge Ramon est né à Étouis dans l'Oise le 19 mars 1924 d'une mère fille de boulanger et d'un père fonctionnaire des PTT. Il poursuit son cycle scolaire à l'école communale de Pont-l'Évêque dans l'Oise. Il obtient alors son certificat d'études, suivi d'un enseignement complémentaire vers un brevet au collège de Noyon au moment où la guerre se déclare. C'est en autodidacte qu'il s'oriente vers l'art graphique, le dessin et l'aquarelle. Il s'engage volontairement en janvier 1945 dans l'aéronaval, dans le projet d'engagement des forces françaises contre le Japon toujours en guerre. À la suite de la reddition du Japon, Serge Ramon décide de résilier son contrat. En juin 1947, il entre au bureau d'études de la Société de produits chimiques FMC, entreprise dans laquelle il passera toute sa carrière professionnelle. C'est en 1948 qu'il se marie avec Marie-Thérèse Lecomte, fille de Louis Lecomte, expert comptable à Noyon. C'est en 1969 que commence sa passion pour les graffitis gravés et sculptés, avec en 1974 la création de l'atelier d'Alat, le premier centre de recherche des pierres gravées à caractère historique. En 1981, Serge Ramon donne naissance au premier musée de Verneuil en Alat. C'est l'aboutissement en 1987, lorsque le Grand Musée est inauguré dans les locaux de la commune de Verneuil. En 2008, après 21 ans d'existence, le musée ne cesse de s'enrichir. Et la passion de Serge Ramon, 84 ans, demeure toujours intacte après 35 ans de recherche. J'ai des souvenirs assez lointains, un peu nébuleux de ma prime jeunesse, mais il en est un qui m'a marqué pas mal, c'est quand mes parents ne pouvaient pas trop assumer la famille, parce qu'on était plusieurs enfants, et c'est ma grand-mère qui m'avait recueilli. Et j'ai vécu chez elle, chez mes grands-parents, j'ai vécu peut-être 3-4 ans. Ce qui m'a vraiment enchanté avec le recul du temps. J'ai des souvenirs assez étonnants de ces moments vécus, tout à fait particuliers, dans la simplicité, on pourrait même dire dans la pauvreté des lieux. Mais mon grand-père était chef cantonnier et il faisait un petit métier, quoi. Il portait, ce n'était plus comparable avec ce qu'on voit aujourd'hui. Et moi, je l'ai vu dans le jardin de ma grand-mère, qui était un jardin de presbytère, plein de fleurs, plein de gueules de loup, de fleurs. J'en ai un souvenir vraiment très, très nostalgique.
Et alors, dans cette maison, la maison de mes grands-parents était une maison, c'est un chalet en bois, très modeste. Ce chalet en bois était chauffé par un poêle, éclairé par des lampes à pétrole, et c'était tout, quoi. Il n'y avait pas l'eau. L'eau était, je ne sais pas trop, dans un puits, je crois. Et voilà, donc c'était vraiment un démarrage dans la vie qui était très sympathique, malgré la pauvreté de l'ensemble. Et puis là, chez la grand-mère, je me suis amusé, je m'amusais souvent avec les images. J'ai fait un contact avec les premières images qui m'ont toujours fasciné après dans la vie, qui m'ont conduit à ce que j'ai fait aujourd'hui. Je m'amusais à faire, à partir de vieux journaux, à faire des transferts. Et puis j'avais aussi dans la tête des grandes idées, je me rappelle toujours, des grandes idées de bâtir. Et mon grand-père était fou quand il est rentré, parce que j'avais remué toutes ces vieilles choses dans la cour, et des planches, des tôles et tout. Je voulais construire des grands trucs, j'avais ça dans la tête. Je rêvais de faire je ne sais pas ce que j'aurais mis dedans, mais ce que j'aurais fait, j'avais envie de faire ça. Ce qui générait naturellement un tas d'ennuis que les grands-parents, qui étaient surtout plus organisés autour de leur petite basse-cour. Et alors il y a aussi le coup des châtaignes. Quand c'était l'époque des marrons et des châtaignes, on allait aux châtaignes. Et quand c'était l'époque des champignons, vers l'automne, on allait aux girolles. Et la grand-mère faisait des omelettes aux girolles, c'était formidable. Alors il y avait les fruits qui séchaient dans la chambre où je dormais, mais il y avait 2 pièces dans cette maison. Il y avait une seule pièce où on mangeait, où c'était un peu la salle à manger, très modeste, et puis le lit de mes grands-parents, dans la même pièce. Et dans l'autre pièce, c'était ma chambre, quand j'étais petit. Et en plus, il y avait sur une petite table, là, dans cette pièce, il y avait des pommes du jardin, des pommes que j'étais cueillies, et qui sentaient, se parfumaient entièrement la maison. C'était fantastique, dehors les fleurs, à l'intérieur les fruits, des odeurs de pommes, mais j'avais 5-6 ans, quoi. Alors ça, c'était extraordinaire. C'est une époque de ma vie que je regrette. Serge Ramon nous convie au musée afin de nous faire partager l'importance des témoignages historiques et humains qu'il a su relever, protéger et conserver durant les 30 dernières années écoulées. Il nous fait partager un moment d'émotion par sa fascination pour ces êtres disparus qui ont souhaité laisser une trace de leur passage et nous faire parvenir un message. C'est une œuvre très intéressante qui a été faite par un poilu en 14-18, en fait en 1916 exactement, puisqu'il a laissé sa trace, ce poilu, il s'appelle Bucher, il a signé ici, Bucher. C'est une gravure profonde qui se trouve en extérieur de cette carrière de Machemont et qu'il a fallu relever par les moyens de pâte plastique souple qui a permis de faire l'empreinte négative. Donc ce moulage a demandé beaucoup de travail pour arriver ici. Ici on voit l'inscription 1916 Légion 5e compagnie. L'empreinte réalisée était très lourde, le moulage encore plus naturellement. Le moulage est resté en place imbougeable pendant 2-3 mois parce qu'il était plein d'eau évidemment. Et il a fallu qu'on l'a transporté ici pour une exposition. Et c'est resté. Finalement l'exposition s'est terminée, on a laissé. Je n'ai pas été quelqu'un de très brillant aux écoles. Je n'étais pas très bon. J'étais pas très doué en fait. Mais enfin, j'ai suivi. Est-ce que les enseignants avaient pressenti votre attirance pour l'art en général, pour l'histoire, pour tout ce que vous avez accompli aujourd'hui? Ce n'était pas, à cette époque-là, je n'étais pas du tout, j'avais aucune culture archéologique ou historique, je n'avais pas une orientation vers cette forme de recherche scientifique, on pourrait dire. Mais j'avais quand même une attirance profonde pour ce qui concernait l'art en général, puisque ça se savait autour de moi.
le fils du facteur. Ah ben il dessine, le fils du facteur, on le voit dans la campagne, devant une petite rivière, un petit cours d'eau, là, et puis on le voit ici, on le voit là, avec la boîte d'aquarelle, et puis une plume, et puis je faisais des dessins directement sur le motif, comme on dit, dans la nature. Et ça, j'ai eu un plaisir fantastique à faire ça. C'était formidable. C'était formidable parce que cette démarche de travailler directement dans la nature m'avait été donnée par un artiste, un illustrateur, qui était en train de produire un ouvrage qui s'appelait Jésus Lacaille, de Francis Carpeaux. Donc il faisait des illustrations. Il avait pris des images à Pont-l'Évêque, où j'habitais, et il était venu me voir à la poste en me disant le fils du facteur, on m'a dit que je vous emmène et vous allez voir. Et il m'a appris à faire ce genre de dessin, c'était extraordinaire. Alors cet ensemble est vraiment passionnant parce qu'il semble qu'il aurait pu être réalisé, d'après l'histoire, par des Templiers qui ont été arrêtés en octobre 1307 sur ordre de Philippe IV le Bel. Et cet ensemble est particulièrement intéressant parce qu'il a été réalisé apparemment par, peut-être a-t-on dit, le secrétaire de Jacques de Molay, qui avait souhaité avec ses compagnons se rendre à Poitiers pour voir le pape. Et les événements ont fait qu'ils n'ont pu s'y rendre et ils ont été transférés sur ordre de Philippe IV le Bel, ils ont été transférés sur Chinon. Alors il est dit que sans doute c'est le secrétaire de Jacques de Molay, le frère servant de Jacques de Molay, qui aurait pu faire cet ensemble de graffitis ici, qui est très étrange, troublant même. Il est truffé de symboles, ce sorte de symboles universels comme le signe de la Terre, comme le yin-yang, signe de la Terre encore, et puis des petites mains messagères, dont le message nous échappe, bien sûr, une autre ici. Mais le plus intéressant, c'est quand même ce moine. Il faut savoir que les moines étaient donc des chevaliers de l'Église, armés, avec ici apparemment une arme, et présentant un écu à 8 pointes. Or, l'étoile héraldique, l'étoile à 8 pointes, appartient à l'héraldique templière, au même titre que la croix patée. On la retrouve, cette étoile à 8 pointes, sur un sceau de Chartres d'échange entre les Templiers et l'abbaye de Saint-Victor de Paris. On voit très bien ici les deux écus avec des étoiles à 8 pointes. Donc, cela donne du crédit à l'idée templière pour cet ensemble. Il y a de fortes chances pour que cet ensemble soit réellement l'œuvre de Chevalier du Temple, qui aurait été fait dans les années 1308. Il y a eu à ce moment-là l'arrivée des Allemands, tout simplement. Et puis c'était fichu, quoi. Donc j'ai quitté l'école, et puis j'avais pas de boulot. Quel âge aviez-vous, Serge, à cette époque? Au début de la guerre, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Alors je m'amusais beaucoup. J'étais dilettante. Je ne travaillais pas, mais je m'amusais je faisais un peu des expériences particulières avec des copains. On s'amusait à faire du radioguidage avec du matériel improvisé qu'on fabriquait. C'était un truc à se faire arrêter par les Allemands, parce qu'à chaque fois que j'envoyais des ondes hertziennes qui partaient dans une bobine d'allumage de voiture, ça faisait naturellement un déchirement hertzien dans les airs, et qui était perçu par les gens qui écoutaient la radio, ça faisait des crachements épouvantables. C'était un truc à se faire repérer, à se faire arrêter, bêtement, parce que je ne faisais pas du tout de résistance. En fait, j'ai jamais eu l'occasion d'entrer dans un réseau, parce que je n'étais pas menacé, parce que je n'étais pas un grand patriote, j'avais 16 ans et demi, ou 16 ans et demi. Ce qui a été terrible, ça a été la faim, crever de faim complètement. Ça a été terrifiant, ça.
Les gens comme nous n'imaginent pas ce qu'est la faim. Personne. Tu ne sais pas ce qu'est la faim. Mais moi, j'ai connu la faim, vraiment. Crever de faim, je sais ce que c'est. Juste après la guerre, en 1945, je me suis engagé dans l'armée. Mais en 1945, me voilà parti à Paris, à Place Ballard, de là à Toulon, et de Toulon en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, où on est basculé dans un endroit qui s'appelle Thiersville, dans le sud Oranais. Et là, je pouvoir exercer mes talents, si je peux les mettre en parenthèse, de dessinateur amateur sur les murs des chambrées et des salles de réfectoire. Thiersville, c'est une base d'aéronavale qui se trouve dans le sud Oranais, juste à la limite de l'approche d'une espèce de steppe désert, quoi. Voilà. Et on était là pour montrer qu'on était là, tout simplement. Et après je suis parti en Angleterre. De l'Angleterre, je suis resté à peu près quelques mois, plusieurs mois. Il y a eu la fin de la guerre. On devait aller au Japon. La fin de la guerre s'est faite avec Hiroshima et Nagasaki. Et ça a terminé, ça fait la capitulation du Japon. Et donc pas de suite intéressante dans l'armée. On est revenu en France. Et puis en France, on a été envoyé sur l'île de Porquerolles pour terminer le cours de... Moi j'étais élève radio dans l'aéronaval, pour terminer les cours de radio. Et donc j'ai été libéré de l'armée. Cet ensemble reprend des séquences, montre les séquences de la vie du Christ, avec la scène, le jardin des Oliviers, avec les apôtres qui se reposent, qui sommeillent, le reniement de Pierre, ici là, portement de croix. Cet ensemble est relatif au repas d'Emmaüs, mais il est un peu confus. Ici, c'est une crucifixion, hein. Les pierres sont assez cordées, sont assez abîmées. Une descente de croix. Et, chose étonnante, Victor Hugo, qui se promène avec Juliette au XIXe siècle, va aller à Gisors et il va graver sur cette croix Victor Hugo. Le soldat romain qui garde la crucifixion, qui garde le tombeau du Christ. Ça, c'est la pendaison de Judas à cette arbre, Judas étant pendu ici, et le démon lui cause quelques ennuis. NP pourrait représenter le nom de Nicolas Poulain en 1575. Nicolas Poulain qui serait ce prisonnier. Mais il y en a sûrement eu d'autres, mais il n'y a aucune trace de nom qui nous permet d'éclairer ça. C'est Adam et Ève, c'est beau. Saint Nicolas et les trois enfants, des vierges à l'enfant, etc., etc. Voilà. Quand on a quitté Alger pour aller en Angleterre, on est allé jusqu'à Liverpool, on entrait dans un bateau énorme. Dans le ventre de ce bateau, la première impression que j'ai eue, je dis c'est le confort total, ça sentait la cigarette anglaise. Quelque chose dont j'avais perdu l'odeur depuis des années. Et puis ça sentait, après on trouvait du chocolat, du pain blanc, on trouvait du chewing-gum, un tas de trucs, du porridge, enfin tout ce qu'on... C'était fantastique. Et ça, jusqu'en Angleterre, on a vécu comme des rois. Tu comprends ? Le soir, il y avait du chocolat, des grandes jarres de chocolat. On se couchait, on buvait des bols de chocolat. On crevait de faim quand on est rentré de l'Afrique du Nord. Donc ça, c'est une époque et je me suis dit, quand on va revenir en France, ça va être terrible. Parce qu'en France, je me dis, c'est pas possible. Je rêvais la nuit de ça. J'en rêvais la nuit en me disant, on va retomber dans la misère, dans les cartes de pain, plus rien. Et effectivement. Et ça m'a poursuivi longtemps. Ce vécu en Angleterre, ça m'a marqué vraiment beaucoup. J'ai travaillé comme manœuvre dans une usine. Et un an. Après, j'ai fait des petits boulots. J'ai travaillé à tailler les arbustes et à gratter les roches du canal latéral à l'Oise qui avait été asséché. Donc, il fallait le nettoyer. Un jour, j'ai cherché un autre emploi, au PTT, parce que je m'étais fâché avec mon receveur de PTT, de Noyon, pour un tas de raisons.
Donc j'avais plus de travail. Et puis j'ai réécrit quand même à Beauvais, aux directions. Voilà, mon père est receveur, mais moi, je chercherai maintenant un emploi sérieux, etc. Et j'ai été nommé à Marliers-les-Compiègnes, dans les PTT. Ce qui fait, c'est étonnant de constater la bizarrerie de la vie et la suite des événements qui font qu'un cheminement que tu as à un moment donné, tu ne l'aurais pas eu. Tu ne l'aurais pas eu si tu avais fait un autre cheminement. Le musée n'existerait jamais si par hasard j'avais dit oui, je vais travailler à Marliers-les-Compiègnes dans les PTT en faisant une carrière là-bas. D'abord, je ne serais jamais bien à Verneuil et le musée ne serait jamais né, jamais. Parce que c'est une suite de circonstances qui a fait que je suis arrivé là. Et entre-temps, miracle, je trouve un emploi chez Usine Kuhlmann. Usine Kuhlmann, qui est une industrie chimique, c'est une usine de produits chimiques et de colorants. Et finalement, j'ai passé ma vie dans cette usine. C'est pas le mieux que j'ai pu faire. Parce que j'ai jamais trop aimé. Hein. Moi, j'étais pas ouvrier, j'ai pas de travail d'agent de maîtrise, c'est vrai. Mais c'était difficile quand même, c'était difficile. Et c'est tout, ça ne collait pas du tout avec ma mentalité. Pas du tout. C'est un ensemble de graffitis qui se trouve, qui est du XVIe siècle, dans la tour Philippe-Auguste de Loches. Une petite tour qui est attenante au gros donjon de Loches par une courtine. Et ce lieu a conservé des prisonniers, donc au XVIe siècle, qui étaient des prisonniers de marque apparemment, par les traces laissées. Ah, c'est formidable, c'est un de ces prisonniers qui a préparé un texte. Il n'a pas fait que des traits, les lettres sont préformées, il commence son écriture, et alors ça c'est le mystère à la suite, parce qu'on ne sait pas si cet homme a été arrêté, sorti, libéré ou exécuté, voilà, parce qu'il n'est jamais revenu dans son endroit. C'est un texte inachevé. Ce sont des lettres gothiques, mais mystérieuses. Nous avons investi cette petite salle qui servait pour les expositions temporaires et on en a fait un lieu de projection. Les gens peuvent s'asseoir et regarder. Donc on leur passe un film qui concerne ici 14-18, qui est très intéressant. Car ici on se termine, les collections de remontée du temps de l'âge du bronze jusqu'au XXe siècle, on termine à 14-18, en 14-18. Mais pendant toute cette période, Serge, est-ce que déjà naissait en vous cette passion de l'art? Est-ce que vous pratiquiez un peu l'art, que ce soit, je ne sais pas, la peinture, le graphisme? Est-ce que vous aviez le temps potentiel pour vous consacrer un petit peu à cela? Non, je n'avais pas le temps. Quand je me suis marié, donc mon beau-père ayant dit et décrété qu'il ne donnerait jamais sa fille à un bon rien qui ne travaille pas, donc j'avais trouvé un emploi chez Kuhlmann. Et là, je pouvais avoir la fille. C'était intéressant. Donc on s'est mariés un an après, en 1948. Le beau-père nous a aidés beaucoup quand même au départ, parce que moi, je n'avais pas d'argent. J'étais vraiment le pauvre type. Mes parents étaient pauvres, il faut le dire. La guerre ne les avait pas arrangés. Alors quand on se marie, et puis qu'on a une maison, par hasard, on a trouvé une maison à Verneuil, en Alate, eh bien, il a fallu retaper la maison, qui était vraiment en mauvais état, qui ne possédait pas les services que nous avons aujourd'hui. Il n'y a pas de douche, il n'y avait pas de cuisine, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de ça, il n'y avait rien, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas le courant électrique, c'est la chandelle. J'ai vécu chez moi au début à la chandelle. J'ai donc ronronné comme ça pendant quelques années, et d'un seul coup, quand les enfants étaient un peu plus âgés, quand ils avaient une dizaine d'années, j'ai découvert que dans le Quercy existaient des centres. C'était tout nouveau.
des centres d'hébergement pour des artistes ou des artisans ou des gens qui voulaient apprendre à faire de la gravure, à faire de la sculpture, à faire ceci, à faire cela. Enfin, tous des, comment dirais-je, des cheminements artistiques intéressants. Donc ces gens-là m'ont appris beaucoup de choses et puis donc ça a été pour moi une véritable une révélation et un bonheur fantastique. C'est des gens prodigieux. Alors quand je suis rentré naturellement sur mes terres, eh bien j'ai commencé, c'est là qu'a commencé réellement l'idée que j'ai eue de créer des ateliers de travail, d'art graphique, où ça a fédéré un certain nombre de gens qui sont venus travailler, des Parisiens, des amis, des artistes, et ont traité toutes les disciplines en art graphique. Il y avait donc la sérigraphie, qui était assez modeste à faire, c'était simple. La lithographie qui était plus compliquée, c'était passionnant. La lithographie, c'est une révélation, c'est un mystère. La gravure en taille douce, la gravure, etc. etc. Bon, voilà. Ça, c'est vraiment un lieu terrible, très impressionnant. Et les graffitis ont été faits sur des enduits plâtreux dans ces cachots. Ce sont vraiment des cachots pauvres parce qu'il y a une latrine pour deux cachots, 2 ou 3 cachots. Et là, c'est un moine bénissant, un évêque, disons, un évêque plutôt, qui a la paume de la main vers l'extérieur et qui a une fonction de bénissant. Il est ici avec son sceptre, c'est magnifique. Ici, on a du graffiti, tel qu'on l'entend, c'est-à-dire des tracés légers subreptices, et là, hop, on arrive à la sculpture, parce que ce prisonnier a passé beaucoup de temps dans ce cachot, et chaque jour, il est revenu un peu, il a gratté un peu la pierre, et il a laissé apparaître donc des formes qui se détachent, une forme de relief, et là, ça devient de la sculpture. Mais à l'origine, c'est toujours un tracé léger, graffité. Voilà. Tout ça, c'est du graffiti. Mais c'est formidable comme travail, ça. On a ici un moyen d'expression d'un prisonnier qui n'a pas de moyen, en fait, de s'exprimer. Et là, il s'exprime sur la pierre, il va faire une gravure terrible, où il montre qu'il se venge sur son juge, qu'il a condamné à la prison, qu'il a condamné à l'Inpace. L'Inpace, c'est l'oubliette. Et il va donc montrer le juge enchaîné par des prisonniers qui sont présents ici. Le prisonnier ici enchaîne l'évêque. Cet autre prisonnier ici enchaîne l'évêque. On voit la chaîne on la sent plutôt. Et où cet autre prisonnier ici présente un glaive contre l'évêque. L'autre ici présente également un glaive contre l'évêque. Et il y en a même un sur la tête. En fait, il est complètement cerné par de la vengeance carcérale, on pourrait dire, de tous ces gens qui ne savent pas comment s'exprimer pour se venger de leurs bourreaux, de ceux qui les ont condamnés et qui les ont jugés. Voilà. Ça c'est extraordinaire. Alors, quand je rentrais chez moi, après avoir passé un mois dans ces stages, je rentrais dans mon usine, je me retrouvais, je ne peux pas dire réellement ce que je pense, mais je me retrouvais dans un milieu inculte, médiocre, sans communication possible avec ce que je venais de vivre. C'était terrible, c'était absolument terrible. Alors évidemment, moi je ne suis pas quelqu'un qui la ramène, je ne suis pas quelqu'un qui est présomptueux, donc je me remets très vite dans le circuit, c'est vrai, mais d'une façon sous-jacente, je souffre beaucoup de voir que je ne pénètre pas, je ne communique pas avec les gens de mon entourage, et je ne peux pas communiquer avec eux. S'il y a une distance trop grande. Alors, l'atelier que j'avais créé, comme je l'ai dit tout à l'heure, était vraiment très intéressant, très bien équipé, il y avait une émulation formidable. On a fait des créations, on crée des estampes de toutes sortes. Bon, Donc au fil du temps, une passion de plus en plus grande pour l'art en général. Oui, oui. Et puis des déceptions aussi. Parce que moi je travaille toujours chez Eugène Kuhlmann et j'ai toujours ma belle souffrance avec
dans l'horizon qui pointe la venue de la retraite. Et prématurée, puisque la retraite, je l'aurai à 57 ans. Donc bien avant 60 ans, même 65, à l'époque c'était 65 ans. Pour la création de cet atelier qui générait une émulation des rencontres et tout, etc., moi je m'étais mis à la sculpture et j'avais donc passé le virus à mon fils Thierry, qui aussi s'y était mis, mais lui aussi il m'avait accompagné dans ses stages. Et un jour, il y a un ami qui vient me voir, j'étais un docteur, il m'a dit « Oh, c'est intéressant, j'aimerais bien faire ça, tiens, faire un peu de sculpture. » Alors je lui ai procuré des petits outils, puis il s'est amusé à sculpter. Puis un jour, il vient me voir et il me dit « Voilà, tiens, j'ai lu un article sur les estampages chinois. » Alors les estampages chinois, qu'est-ce que c'est? C'est un travail que faisaient les artistes chinois à l'époque Ming, c'est-à-dire des travaux de frottis sur des reliefs sur pierre, avec des papiers Japon et des encres de Chine. Et ces œuvres ont une grande valeur aujourd'hui. C'était des estampages. Il me parle de ça. Il me dit, si tu veux, je te montrerai, je connais des choses gravées sur l'église Saint-Pierre de Senlis. C'est-à-dire des graffitis de Saint-Pierre. Et c'est là que tout a commencé. Toute ma recherche sur les graffitis a commencé là, à Saint-Pierre, à Senlis. Alors il m'a montré ça, j'étais fasciné évidemment, je venais les mains dans les poches, j'ai vu, j'ai dit ça c'est formidable. Comment je pourrais faire pour ramener l'image avec moi? Je ne peux pas enlever la pierre. Alors j'ai cherché des procédés, j'ai essayé le procédé du papier humide, papier chiffon, papier buvard humide sur la pierre, qu'on applique avec une brosse, qui prend les empreintes, puis qu'on laisse sécher. C'était inexploitable. Ça marchait, mais c'était inexploitable. Ça manquait de finesse. Ça manquait de relief. Bon, après, je cherche d'autres procédés, et finalement, j'arrive à trouver un procédé qui est une prise d'empreinte avec un matériau souple. Ça marche très bien. Et je me dis, donc, il n'y a pas tant de solutions. Il faut emmener une empreinte, faire un moulage et travailler sur le moulage pour passer de la pierre au papier, c'est-à-dire transférer une image par ce procédé. Non pas de la pierre directement sur la pierre, mais d'un moulage. Donc ça a commencé comme ça. Cette église est devenue un casernement pour des militaires, pour des cuirassiers. On voit ici deuxième chasseur viennent. Et des datations très intéressantes juste après la guerre de 70. Ici, on a un nom de Bionne en 1873. Et ce qui est très intéressant également, c'est cette représentation géométrique qui n'a pas forcément d'intérêt symbolique particulier. À mon avis, c'est une décoration ludique. Quelqu'un s'est amusé à faire une composition, c'était joli, alors on a apporté une fleur magnifique, une belle petite fleur, et puis des petits sujets qui accompagnent dans une explication, on ne peut pas en donner là-dessus. Mais ce qui est intéressant aussi à observer, c'est ce petit symbole sexuel, qui est une vulve, qu'on retrouve fréquemment depuis le Moyen-Âge en tant que graffiti dans différents cachots. Voilà, alors c'est des gravures qui ont perduré depuis cette époque de 1870 à peu près. Ça n'a pas été détérioré. C'est un souvenir, c'est un passage de vie. Ces graffitis datent du 19e siècle et je pense qu'ils ont été faits par des militaires, par les cuirassiers, certains militaires mis aux arrêts, pour des raisons que nous ignorons bien sûr, et que ce mur d'église, assez ami d'exutoire, était attenant à un cachot qui se prolongeait là où la route est circulable. Ce cachot a dû disparaître au début du
du siècle dernier. Mais l'église est restée avec ses graffitis. Et il est probable que dans le cachot en question, il y avait des graffitis également sur d'autres murs. Alors ce qui est étonnant ici, c'est que ces graffitis ont perduré depuis l'époque de 1970 à peu près, et qu'ils n'ont pas été, c'est simplement le temps qui les a détériorés. C'est du vandalisme naturel, si vous voulez. C'est les chocs thermiques, le soleil, l'eau, qui ont fait que les pierres se sont corrodées, elles se sont usées, elles se sont desquamées, comme à côté où les enduits sont. Il y a ici un passage, une porte. Je vais essayer de décrocher l'empreinte, qui elle sera moulée avec du plâtre, ce qui rejoindra le conservatoire de Verneuil, le musée. Bon, évidemment, c'est un peu... ça vient, mais il y a des doucement. Voici le négatif, l'empreinte négative de ce sujet. Et le plâtre va restituer complètement et fidèlement cette petite sculpture, ce petit relief. Évidemment, la couleur de la pierre, nous ne l'aurons pas dans cet état-là, parce que cette couleur de pierre est imprégnée d'ocre un peu, et de parties noires, de parties plus sombres, ce qui fait une ambiance très, très sympathique. Ce qu'on peut remarquer sur ce mur corrodé, qui a beaucoup de caractère, avec ces gravures qui sont extraordinaires, moi je trouve, c'est qu'elles sont faites, elles sont réalisées à la hauteur d'homme, plus ou moins à la hauteur d'homme debout, pas d'homme assis ni couché, mais d'homme debout, les bras levés. Et que même on peut se demander comment a pu être gravé sur le bandeau ici de ces pierres les inscriptions de noms qui sont c'est très très corrodé, on n'a que quelques traces, mais il y a encore aussi des inscriptions juste au-dessus, ils ne sont pas très lisibles. Par contre, juste au-dessus de ce bandeau de pierre, attenant à la grande fenêtre, on remarque une inscription cocasse que je vais vous lire si j'y arrive. Paquier brigadier, puni de 8 jours de prison pour avoir couché une nuit avec la belle Maria à Senlis en 1850. C'est assez extraordinaire. Alors cette inscription, personne ne la voit parce qu'elle est trop haut et elle a dû être réalisée, semble-t-il, par un cuirassier, par un militaire sur son cheval. C'est à la hauteur d'un homme à cheval. Et ça, évidemment, ça a perduré, ça n'a pas été abîmé parce que personne ne peut y toucher, c'est pas accessible à l'échelle humaine. Donc c'est une curiosité intéressante. Et ça, c'est au musée maintenant. Voilà. Au terme du relevé effectué à l'église Saint-Pierre de Senlis, nous retrouvons Serge Ramon à son domicile pour réaliser le moulage de l'empreinte prélevée. Serge Ramon accepte volontiers de nous faire découvrir ses techniques de moulage. Nous constatons avec stupeur que des centaines de moulages sont stockés dans ce petit atelier au fond du jardin. C'est avec beaucoup de chaleur humaine qu'il se livre face à notre caméra. J'ai calibré ce qu'on a relevé ce matin, c'est-à-dire enlever les excédents de cette pâte souple, de façon à avoir un calibrage rectangulaire propre. Voilà, une fois que ça est fait, si on veut couler, on est obligé d'affermir les bordures, sérieusement, parce que sinon le plat doit couler dessous et ce serait pas très bon. C'est tout un tas de manipulations qui sont un peu stériles, quoi, qu'on est obligé de faire pour arriver à la finalité de l'opération, c'est-à-dire un moulage correct pour le mettre en valeur dans le musée. Alors ça, c'est le négatif, naturellement. Le négatif, on va le calibrer avec des petits bouts de bois. Des briques. 4 briques, ça me coûte 4 briques à chaque fois.
admirable le plâtre. Il existe depuis l'Antiquité. Oui, attends, est-ce que j'ai fait ça? Oui, non, ça c'est le plâtre. Alors quand tu penses que dans le musée, il y a une opération, il y a en fait 4000 moulages qui ont été faits en gros, 4000 opérations de ce style, ça donne à peu près une idée du temps passé, et puis de l'aspect, du côté un peu stérile, un peu fastidieux de ces opérations de plâtre, mais que s'ils ne sont pas faites, on ne peut absolument pas parvenir à une mise en scène. C'est la condition sine qua non pour arriver à une matière en 4 dimensions, palpable, visible. Voilà. C'est du plâtre à modeler que j'utilise ici. C'est-à-dire du plâtre évolué. C'est du plâtre à modelage. Alors qu'à l'origine, j'utilisais du plâtre de Paris. Et puis un jour, j'ai utilisé ça pendant 25 ans. Puis un jour, la fabrication s'est arrêtée. On a fabriqué un autre plâtre dit de Paris aussi, mais qui n'était plus le même du tout. Ce qui fait que j'ai dû venir au plâtre à modeler, qui est beaucoup plus cher et qui ne me donne pas un résultat plus intéressant. Le problème, c'est que ce plâtre, la prise est beaucoup plus rapide. Un jour, j'ai fait pour la télévision, pour Thalassa, j'ai fait un plâtre sur place, qui était à Brouage. J'avais emmené une petite table pliante pour travailler à hauteur, quoi, pour être embêté. Et je fais mon plâtre dans une gamelle. J'avais qu'un seul petit moulage écoulé. J'ai mal calculé mon coût. Et j'ai fait un plâtre trop liquide. Il a mis 2 heures à prendre. J'étais rouge de honte. Et les mecs, ils filmaient, tu vois. Alors le plâtre, il s'est mis à dégueuler sous les baguettes. Alors les autorisations de travail pour relever dans les sites est un peu compliqué. Quand ça appartient aux communes, je peux voir le maire. Quand ça appartient au privé, généralement, les gens sont quelquefois un peu méfiants. Mais quand tu leur apportes des documents, ça les rassure et tu arrives à avoir des autorisations pour travailler chez eux, quoi. Du moment que ça ne dérange pas et que ça ne dégrade pas. Et puis aussi, il y a les sites départementaux. Ça, c'est le conseil général. Et puis les sites appartenant à l'État. Alors l'État, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'État fait payer l'occupation d'un lieu. C'est la caisse des monuments historiques, ce sont des véritables bandits. Ils te font payer pour aller faire un travail de relevé, un inventaire, n'importe quoi. Ils te font payer le lieu, voilà. Et avec un horaire préétabli. Un jour, en revenant de vacances, je me suis arrêté à la mairie. Je suis tombé sur un adjoint au maire qui était un type intelligent, un docteur, et qui m'a dit « Mais votre idée est formidable, ça m'intéresse, et je vais écrire au président du conseil général d'Indre-et-Loire, qui m'a délégué des personnalités, 2 personnes attachées à la conservation du patrimoine. Ils sont venus me voir ici. Ça a déclenché l'autorisation et j'ai pu donc entreprendre un travail en Indre-et-Loire, sur tous les bâtiments appartenant au conseil général. Ça a été formidable, mais j'ai mis 10, 17 ans, 18 ans à obtenir ça. Évidemment, maintenant, Loches est bien représenté dans le musée, avec des graffitis complètement étonnants et historiques. Il faut y aller. Il faut y aller parce que ça commence à être bon. Ça prend bien. Ça prend doucement. Je peux faire ce qu'on appelle des bouses. Des bouses, c'est-à-dire que j'aplatis des gamelles de plâtre que je lâche sur le sol, qui prennent des formes quelquefois étonnantes, qui, travaillées avec les patines que je fais dessus, donnent, comment dirais-je, un graphisme, une physionomie au moulage qui est étonnante. Ça, regarde ça. Alors ça, ce sont des déchets de plâtre que je n'ai pas pu utiliser dans mon moulage et que je présenterai de cette façon-là, accrochés, pour faire une exposition. Ça, c'est quand même curieux. Regardez, des fleurs, des roses. C'est Lascaux, ça, tu vois.
c'est une main. C'est une main, ça c'est un autre sujet insolite. Il faut chercher une forme. L'arcade sourcilière, le nez, la bouche, le menton. Voilà, nous avons ici un profil, dans un médaillon. C'est le grand moulage qui est à l'entrée du musée. Eh bien, ce moulage, j'ai dû faire 2 fois et demi une gamelle de plate pour le faire. Ce qui fait que je l'ai fait au sol, on ne pouvait plus le manipuler. Il était chargé d'eau, évidemment. On ne pouvait pas du tout le soulever, c'était trop lourd. Donc il est resté là peut-être une paire de mois à sécher. Quand il a été sec, on l'a transporté difficilement plus haut. Il a fini le séchage. Et après on l'a installé au musée. Alors installé au musée, il a fallu construire un cadrage spécial pour le mettre. Trop lourd quoi. L'épaisseur ça. Les moulages ne doivent pas être ni trop durs, ni trop mous, ni trop durs. Parce que sinon les patines que je ferai glisseront dessus, ne pénétreront pas bien, n'imprégneront pas suffisamment la partie, la surface du moulage. Et s'il est trop mou, les patines vont pénétrer à l'intérieur de la molécule du moulage. Ça va pénétrer, ça va descendre parce que c'est mou, c'est spongieux, etc. Et là, je ne pourrai plus obtenir l'effet comment dirais-je, de surface à demi voulu quoi. Donc j'aurai une surface patinée qui ne sera pas bonne, qui sera trop sombre. Je ne peux pas dire que je prends mon plaisir à faire ça, franchement. Non, moi, mon plus grand plaisir, c'est d'être dans un site et de faire la découverte. Quand on y est seul, dans ce cachot, avec ces murs qui parlent, eh bien, c'est là le plaisir. Le plaisir est là. Parce que là, on fait des rencontres. On fait des rencontres avec le passé, avec des individus. Il y a la trace laissée. Or, la trace laissée est forte. Hein. C'est une trace qui ne laisse pas insensible. Et à mon avis, le plus grand plaisir, c'est l'émotion reçue. C'est l'émotion reçue dans ces conditions-là. Donc, c'est privilégié. Voilà. J'ai déjà fait, que je refais ici. C'est une petite tête de bonhomme très amusante. Dont le nom m'échappe, tiens, en fait. C'est un ancien relais de poste. Et ça vient de quoi? Ah, c'est un petit bateau que j'ai trouvé au château de Miroménil. Petit bateau qui est daté de 1722. Pas beaucoup de lumière. Alors je vais pratiquer l'opération de découpage tout de suite. Ah, parce que après ces moulages sont sciés à l'égoïne et à l'équerre, de façon à avoir des comment dirais-je, des icônes qui soient absolument des icônes qui soient absolument parfaites. Toi, cette petite bonne femme, il vient d'un petit cachot à Chambord. Là, il est fatigué. Là, c'est la 3e empreinte que je fais, avec la même empreinte. Et là, tu vois, au bout de 3 fois, l'empreinte se dégrade, elle se fend, et naturellement, c'est pas très bon pour les moulages successifs. Alors ça, on peut dire que c'est terminé, ça ne servira plus. Il faut savoir quand même que c'est un relief qui est quand même assez profond. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. Probablement un militaire qui avait des idées de religion et qui se référait au Christ. Voilà, donc restitution de l'original par le truchement d'une empreinte et d'un moulage. Voilà. Donc voici l'empreinte qu'on a utilisée, hein, celle que nous avons filmée ce matin. Voilà. Il est parfait, hein. Ça, je vais nettoyer les bords parce que c'est du temps. On voit très bien que ce Christ en croix, on voit ici la branche latérale de la croix. Ce relief a été abîmé par le temps. Il est très corrodé, il manque des éléments. Mais enfin, la tête conserve ses yeux, son nez,
c'est formidable. Les mains sont mal faites, elles ne sont pas achevées. Parce que généralement, on arrive à faire un corps et une tête et des jambes, mais on ne sait pas faire les mains bien souvent. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de capital. Parce que ce qui est intéressant, c'est surtout les sculptures, les graphismes, les graffitis qui ont été élaborés au Moyen-Âge. Là, on a une force et un caractère qu'on n'a pas ici. Ça, c'est le 19e, quoi. Mais enfin, c'est un document humain. C'est la patine qui va faire vivre ça, parce que tous les poudres de terre naturelle, en suspension dans l'eau, vont se déposer dans les creux. Et la surface qui va aussi recevoir ces poudres sera moins chargée que les creux naturellement. Il suffira à un moment donné de passer une laine d'acier légère sur l'ensemble pour obtenir une surface adéquate ressemblant étrangement à de la pierre. Ça a été une démarche passionnelle et obstinée, parce que si je n'avais pas eu cette obstination, nourrie de passion, toujours, ça n'existerait pas. Parce que c'est vrai que j'ai eu des moments de découragement. T'en as eu aussi, tout le monde a des moments de découragement dans sa vie, dans son parcours. Et c'est vrai que souvent j'ai failli abandonner en me disant mais ça me conduit nulle part, ça ne sert à rien. Puis au fur et à mesure du temps, et surtout ce qui était assez décourageant, c'est que pendant de longues années, le musée n'était pas visité. Il y a très peu de visiteurs au début. On avait peu de visiteurs, c'était décourageant au maximum. Parce qu'il y avait le musée des graffitis historiques, gravés, sculptés, c'était le nom du musée. Et ça prenait pas, ça. Parce que le mot graffiti a toujours été générateur de rejet pour la masse des gens. La plupart des gens rejettent ce terme. Ils ont peur, parce que pour eux, graffiti, c'est équivaut tag. Tag, c'est-à-dire signature rapide. Aujourd'hui, dans votre musée, Serge, combien avez-vous de moulages ? Alors, je me surprends encore, parce que je viens de ranger un bâtiment chez moi. J'ai un bâtiment, il est plein de moulages encore. Des moulages que je viens de stocker correctement, parce qu'on ne peut plus circuler. En fait, j'ai deux bâtiments. Il y en a un qui est vraiment plein à craquer. L'autre, c'est des moulages que j'avais prêtés. Il y en a bien une centaine. Dans les musées, il y a tout ce qui existe sur les murs, c'est-à-dire beaucoup, 3000 peut-être. Oui. Et puis il y en a peut-être quelques centaines, pas loin de 1000, qui sont dans les bas-côtés du quatrième niveau, dans les combes. Et derrière, j'en ai profité pour stocker tout mon fonds d'archives. Donc il y a beaucoup de graffitis qui sont là. Donc, alors, quand je me dis, mais c'est une folie d'avoir passé autant de temps, le plâtre, mais c'est une folie. Je me dis, 36 ans effectivement, et j'ai encore coulé du plâtre hier. Quand le musée est plein, quand on archive des documents, ces documents archivés ne vont nulle part. Ils existent, point, et puis ils peuvent disparaître. Il suffit que le rouage s'arrête quelque part, et ces documents vont se perdre. Alors, je me dis, ce serait beaucoup plus intéressant de prendre du temps pour l'écriture. Il faudrait écrire maintenant, publier, écrire, raconter des histoires vécues. Alors, le musée, dans l'état où il est aujourd'hui, ne peut rester comme ça très longtemps. Il peut rester dans son état, un peu latent, encore qu'il demande naturellement tout le temps de l'entretien, ce qu'on fait en ce moment d'ailleurs, on est en train de rénover un peu tout l'aspect muséographique des légendes, des petites photos. Ce musée, il est absolument passionnant pour les visiteurs, c'est vrai, et notre livre d'or, qui est très riche, nous montre bien l'étonnement des visiteurs, qui ne s'imaginent pas du tout ce qu'ils vont trouver. D'abord, ils pensent que le musée est petit. Ils vont entrer, il y aura une pièce ou deux à regarder avec des petites bricoles, comme ça. Ils ne mesurent pas la richesse. Et quand on les reçoit, et quand ils commencent leur parcours, là ça devient quelque chose. Gisors est un lieu exceptionnel,
mystérieux. Et on n'a pas la clé de toutes ces gravures, tous ces graffitis. On ne sait pas qui ont été ces gens. On a quelques pistes, mais il n'y a pas d'archives qui permettent de nous éclairer sur l'occupation de la tour du prisonnier, la tour Ferré. C'est la tour Philippe-Auguste, en fait, elle a été bâtie au début 13e. Ici, on a le cul de basse-fosse, c'est-à-dire, à l'étage supérieur, c'est la salle des archives, à l'étage supérieur encore, c'est la salle des gardes. Et ici, on est vraiment dans le bas de la tour. Et les prisonniers, le ou les prisonniers, on connaît un nom, mais on ne connaît pas les autres, eh bien, vont s'exprimer sur les pierres comme on voit ici. Alors l'explication se trouve sur ce schéma. Le matin, les ouvertures qui sont à 4 mètres de haut dans la tour vont générer par la lumière extérieure, parfois le soleil, mais il ne faut pas rêver, ce n'est vraiment qu'un apport de lumière très modeste, car ces ouvertures en extérieur ne font que quelques centimètres. Ce sont des ouvertures d'aération, non prévues pour autre chose. Donc il y a un petit peu de lumière qui pénètre le matin, qui va éclairer vaguement un halo de lumière sur le mur d'en face, qui aide ce sculpteur, ce prisonnier, à s'adresser au mur et à faire ses décors. D'abord des graffitis simples, modestes, tracés légèrement, et après, le temps, 14 années paraît-il, pour l'un des prisonniers, va donc faire que ces graffitis vont devenir des véritables petites sculptures, magnifiques d'ailleurs. Vers midi, si l'on veut, on aura la Terre qui a tourné, donc la lumière, le soleil, qui génère un autre endroit ici. Cet endroit est donc celui-ci, derrière. Et dans l'après-midi, ces deux ouvertures-là, au fur et à mesure de la course de la Terre toujours et du soleil, vont donc générer cet ensemble. Ça, c'est tout à fait exceptionnel. Ici, on a Saint-Georges qui terrasse le dragon, qui est là. Saint-Christophe fait traverser le fleuve à Jésus. Un tournoi de chevalerie, Sainte-Catherine, Saint-Antoine, etc. Et là, on a des scènes étonnantes, une espèce de ballet de personnages travestis en indien, des hommes et des femmes. Les explications là-dessus sont très dures à pénétrer parce que, en fait, on n'a pas d'histoire réelle. Alors, il y a des suggestions, bien sûr. Et ça, c'est une scène de chasse avec Saint-Martin qui partage son manteau, d'autres personnages travestis aussi avec des chapeaux d'Indiens. Dans la première partie de ma recherche, ce qui était bien pour moi, c'était de réaliser des estampages. La première partie, c'était les estampages. Donc, je travaillais sur un moulage qui était vierge d'encre au tout début. Au tout début, c'était pas un musée que je voulais faire, ça ne m'intéressait pas du tout. C'est pas vraiment ça. Ce qui m'intéressait, c'était de conserver des images particulièrement belles, comme par exemple dans les milieux maritimes, des graffitis de bateaux, de voiliers, des XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe. Ce sont des époques vénérables. Et ces graffitis étaient prodigieusement intéressants et magnifiquement réalisés par gravure sur la pierre. Et c'est ça qui m'a plu. Alors j'ai cherché un procédé, j'ai mis au point un procédé, ça n'a pas été facile, qui permettait de passer du creux de la gravure, de la gravure en creux, de transférer de l'encre sur un papier blanc pour obtenir un estampage positif. Alors évidemment, j'avais un estampage noir et blanc, positif, mais il fallait y apporter une autre comment dirais-je, un autre paramètre, c'était en fait la couleur. Et par l'aquarelle, par la gouache, l'aquarelle très légèrement traitée en lavis m'a permis de réaliser des estampes qui étaient vraiment d'une belle légèreté et qui étaient, à mon avis, assez fascinantes parce qu'on avait entre les mains, à partir de là, un document historique, authentique, dans la vérité du graphisme, qui devenait une œuvre d'art par l'apport de la couleur.
Voilà quoi. Donc c'est ça que je voulais faire au départ. Et puis ce faisant, j'ai quand même accumulé. À un bout d'un moment, j'ai pris conscience de ça en me disant, mais attention, ce que je fais là ne me fait pas conserver de moulage, puisque les moulages sont perdus. Les moulages ont reçu de l'encre, ils ne peuvent plus servir à rien. Ils sont ancrés. Donc j'ai repris le parcours, c'était au tout début, j'ai repris le parcours initial pour refaire d'autres moulages vierges que j'ai gardés. En disant, j'ai une collection qui commence en quelque sorte. Voilà, j'ai donc des éléments, des matières primaires que j'ai là, vierges. Et puis un jour, je me suis aperçu que le soleil, ou la lumière frisant par jeu des ombres et des lumières sur les arêtes des reliefs, j'ai eu un spectacle. Ça a commencé comme ça. J'ai eu un spectacle par ces graffitis sculptés qui devenaient vivants par la lumière. Et je me suis dit, tiens, si on faisait un musée. Finalement, j'ai toujours réussi, parce que je suis obstiné, j'ai toujours réussi quand même à pénétrer dans tous les sites que je convoitais pour faire mes relevés et qui sont aujourd'hui au musée, et qui sont ces musées qui représentent maintenant un conservatoire de documents authentiques dont beaucoup sont déjà menacés ou ont disparu. Oui, ce plan d'église est remarquable là parce que c'est prisonnier de Dôme, ces Templiers arrêtés à Dôme en 1307. Ben, ils vont s'exprimer avec ce qu'ils connaissent le mieux, avec le symbole de l'église, et qui va se répéter constamment sur les pierres. Et là, c'est une image de crucifixion avec Marie et Saint Jean ou Marie-Madeleine. C'est difficile de discerner, mais c'est admirablement bien fait. L'église est bien marquée de la croix. On a ici le Christ, la Vierge, Saint Jean, avec la coupe empoisonnée, et Saint Michel ici. Au-dessus de cette fresque, il y a une vue paradisiaque, avec le soleil, les étoiles, donc voilà, et les deux petits anges de chaque côté, les petits anges dont on aperçoit très vaguement ici le visage et les deux petits yeux. C'est pas très, très lisible, hein, le visage et les deux petits yeux ici. Voilà, c'est les anges avec leurs ailes et tout ce qu'il faut, quoi. Et puis le soleil, c'est quand même extraordinaire. Cambrai, le château de Celles. Ce château de Celles à Cambrai était sous la dépendance des évêques. 12-13e siècle, 14e siècle. C'était le Saint-Empire romain germanique qui mettait en place des évêques dans ces pays du Nord. Et à Cambrai, en fait, ce château de Celles était la prison des évêques. Non pas que les évêques étaient en prison, mais c'est eux qui foutaient des gens en prison, donc des prisonniers divers, des militaires, des civils, des sorciers, et tous les trublions divers pouvaient arriver à Cambrai. Et on trouve des scènes étonnantes dans certaines archères de ces tours inférieures romanes, comme ici par exemple une vue de la Seine avec le Christ, avec une auréole crucifère, bien sûr, et puis les 12 apôtres. On n'a pas compris les inscriptions qui se trouvent dessus, c'est la table du banquet, mais ce n'est pas décrypté, ça, on ne comprend pas. Et tous les pieds sont travaillés dans la même direction, c'est tout à fait amusant. Moi, c'est extraordinaire. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un prisonnier qui rêve de s'échapper et qui grave dans son cachot, il grave un verrou que l'on peut prendre, basculer pour la liberté. C'est un beau symbole de liberté. Alors, il y a eu l'inauguration en grande pompe, je me rappellerai toujours. C'était un événement capital, énorme pour la commune à ce moment-là. Il y avait peut-être 200 personnes dehors, c'était au mois de novembre, il faisait froid. On attendait le préfet, Chassigno, le président Mancel, le préfet aussi. Il y avait les maires, il y avait jamais la commune n'avait connu ça. Il y avait des sénateurs, etc. Il y avait un monde fou.
Oh, j'étais impressionné, terriblement impressionné. Pour moi, c'était l'aboutissement de quelque chose. J'avais rêvé avec ce machin-là, sans y croire absolument. J'avais travaillé tous les jours, j'avais été aidé par la commune, j'avais mis tous mes efforts et tout mon savoir dans cette opération, dans cette affaire, et il y avait quand même un musée exceptionnel qui existait. Mais un musée incomplet, parce que quand on a inauguré le musée de Verneuil, il n'existait pas encore la collection sur la mer, qui est aujourd'hui importante, avec les maquettes de bateaux et tout cela, la collection sur 14-18, qui n'était qu'embryonnaire au moment de l'inauguration de novembre 87. Donc c'était pas du tout achevé, ça on l'avait parcouru très rapidement, c'était pas muséographié, quoi. Avec les graffitis, on est en plein dans les sciences humaines, qui touchent toutes les facettes des sciences humaines, c'est-à-dire l'histoire, l'archéologie, l'histoire des religions, l'histoire des costumes, l'histoire de la guerre, l'histoire des armes, l'histoire des écritures, toutes les histoires de l'homme. Et ça va extrêmement loin, et c'est très passionnant, mais comme j'ai souvent dit, c'est pas possible. On ne peut pas faire un travail matériel, physique, pour faire un conservatoire, pour garder une matière qui prend énormément de temps, vraiment, en suivre une muséographie, en faire une muséographie, et puis faire des études, des recherches en archives, et puis produire de l'écriture sous forme d'articles, de livres, etc. On ne peut pas faire les deux, c'est pas possible. Alors je fais un degré aujourd'hui où il faudrait que j'abandonne un peu l'un pour l'autre. J'ai fait ces moulages qui relatent une époque du néolithique avec des gravures qui ont été faites il y a entre 8000 et 10 000 ans avant le Christ. Ici on a une scène de chasse, une scène de chasse à l'autruche, une scène de chasse plus bas au lion. On voit ici le lion en question, la queue du lion s'accroupe. Malheureusement il manque un relevé intermédiaire qui n'a pas été fait. La tête se continue, on voit la tête, les deux yeux du lion, la patte du lion, voyez-vous. Donc c'est un animal qui est là, et ces personnages font la chasse au lion ici. Ces gravures ont été gravement menacées par les autochtones qui cassaient les roches gravées pour empirer les routes. Le Sahara ancien était un lieu magnifique, il y avait des fleuves, il y avait des rivières, il y avait des arbres, il y avait des animaux. Et tous les grands bœufs antiques et les grandes antilopes, eh bien, sont des animaux qui ont disparu vers le 5e siècle avant le Christ. Ils sont des animaux d'une époque située entre 5000 et 10 000 ans. À l'époque du néolithique, même voire du paléolithique, le Sahara était très très fertile. Et progressivement, le Sahara s'est desséché. Et 1000 ans avant notre ère, le Sahara était déjà comme il est aujourd'hui. Aujourd'hui, le musée de la mémoire des murs, unique en son genre, est un véritable musée de l'écriture sur la pierre. Ouvert et présenté au public, il offre le fruit des travaux menés par Serge Ramon depuis les années 1970. Vous y découvrirez les repérages des graffitis historiques gravés, des photographies et plus de 3000 reproductions sous forme de moulage ou d'estampage. Le musée de la mémoire des murs vous permettra de découvrir l'œuvre d'un homme ayant regroupé dans un vaste lieu ce patrimoine méconnu à travers l'espace et le temps, de l'époque néolithique à la Seconde Guerre mondiale.